Vraiment, c'est parti. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de référencement. Donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le référencement? Alors forcément, là, vous êtes nombreux, donc on va peut-être pas pouvoir tous prendre la parole, mais n'hésitez pas à l'écrire dans la conversation. Je regarderai en même temps. Hop, j'ai essayé de bien regarder en même temps. Voilà, je me mets la conversation sur le côté, comme ça, je ne vous loupe pas. Donc aujourd'hui, on va parler de référencement. Le référencement, c'est la position que va avoir un site sur les moteurs de recherche. Donc c'est une introduction au référencement. C'est important que vous gardiez ça en tête parce on pourrait passer des semaines à parler de référencement, à tout regarder dans le détail, à vraiment comprendre chacun des points en regardant sur un site internet, en faisant des tests. Le référencement, c'est vraiment une science très complexe. Donc là, on fait un cours d'1 heure et demie dessus, ce qui est extrêmement rapide. Je crois que dans 15 jours, je vais faire une conférence de 30 minutes dessus, donc je ne vous explique même pas la version raccourcie que ça va être. Mais le référencement, ça pourrait même faire l'objet de tout un semestre de cours. Donc là, l'idée, moi aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est à quoi sert le référencement, comment ça marche très rapidement. Et si ça vous intéresse, il faut que vous alliez sur Internet, il faut que vous achetiez des bouquins, il faut que vous alliez vraiment plus dans le détail. Ce qu'on va faire cette année, je vais faire un petit peu les choses différemment, c'est-à-dire qu'on fait ce TP référencement, ce cours référencement assez tôt par rapport au déroulé pédagogique, parce que je veux que votre prochain TP, alors pas pour ceux qui n'en ont pas eu, je crois qu'il y a encore un groupe qui n'a pas fait son premier TP, mais pour tous ceux qui ont fait leur premier TP, donc votre deuxième TP, vous allez devoir faire en sorte que votre article soit le mieux référencé possible. Donc, vous allez pouvoir mettre en pratique. Donc, ça va être un petit peu plus poussé que les années précédentes. Euh, Vous allez en savoir un petit peu plus que les années précédentes techniquement. Alors, j'ai un commentaire. Google Search Central a tout un tuto dessus. Oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à aller sur Google Search. Central, c'était console, j'imagine, mais ça doit être la, la correction automatique. Donc, le référencement, c'est quoi? Le référencement naturel. Donc, alors moi, je vais vous parler que de référencement naturel. Ça, c'est important aussi parce que vous avez toute une partie qui s'appelle le référencement payant. Et là, ce sera de la publicité sur les moteurs de recherche. Nous, on parlera de référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO, donc Search Engine Optimization. Très, très, très souvent, on parle de SEO. Donc, c'est important que vous connaissiez ce terme. Et alors, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'un site sur les moteurs de recherche en réponse aux requêtes des internautes. Donc ça, c'est important, le mot en réponse aux requêtes des internautes, parce que ça veut dire que à chaque fois qu'on va écrire quelque chose, à chaque fois qu'on va positionner quelque chose sur son site, on doit se dire, est-ce que ça répond à une requête de mon internaute? Ça, on le verra aussi en détail. On en a déjà un peu parlé dans d'autres cours, mais il faut bien garder ça en tête. Donc, grosso modo, le positionnement d'un site sur les moteurs de recherche toutes ces techniques, ça va s'appeler le référencement naturel. Je vous ai mis en dessous un petit point sur le référencement payant. Donc, on appelle aussi le SEA, Search Engine Advertising. Et là, pour le coup, c'est le fait de payer un moteur de recherche pour apparaître en haut dans les annonces. Alors, évidemment, on parlera énormément de Google. Il y a d'autres moteurs de recherche, on est bien d'accord là-dessus, mais Google étant néanmoins le premier et puis donnant un peu l'impulsion aux autres aussi par rapport à cette notion de référencement, on regardera les critères de Google, on regardera comment Google analyse votre site. On fera, c'est vrai, un peu l'impasse sur les autres moteurs de recherche qui sont pas moins intéressants, mais qui, dans l'absolu, en termes de référencement, fonctionnent à peu près de la même façon. Hop, n'hésitez pas à poser des questions parce que pour le coup, j'ai bien la conversation ouverte à gauche, donc je pourrais bien vous répondre au fur et à mesure. Alors, je vous donne quelques chiffres clés qui sont importants parce que, pourquoi je vous donne ça? Parce que j'ai des clients parfois qui me disent non, non, mais moi, le référencement, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Alors cela, si vous en avez aussi un jour, parce qu'un jour vous travaillerez alors, soit dans une société, soit dans une agence, enfin, soit chez l'annonceur, soit chez le prestataire. Et vous allez avoir des clients ou des personnes qui vont vous dire non, dans le référencement, pour nous, on n'en a pas besoin parce que c'est juste un site carte de visite ou parce que notre site, on va juste l'envoyer par mail, il est juste en bouche à oreille, etc., etc. Alors, hop, attendez, j'ai quelqu'un qui arrive. Ces personnes-là, vous pouvez les entendre, il faut les entendre, mais il faut aussi leur expliquer que
un jour ou l'autre, et ça m'est arrivé hein, avec des clients qui m'ont dit non, non, on n'en a pas du tout besoin. Et puis 2 mois, 3 mois après, ils reviennent en disant mais pourquoi on ne me voit pas à tel endroit sur Google? Pourquoi j'apparais pas? Bah, clairement, concrètement, il nous l'avait pas demandé. Enfin, il nous avait dit qu'il n'en voulait pas du référencement. Donc, on a obéi et maintenant, on ne le fait plus d'ailleurs, puisque le référencement est vraiment essentiel. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à leur ressortir quelques chiffres clés. Donc, le premier, c'est que 80% du trafic d'un site peut venir des moteurs de recherche. Donc, forcément, votre site, il va être potentiellement envoyé par mail, il va être utilisé, il va être redirigé par les réseaux sociaux, voilà, vous allez utiliser tout un tas de techniques pour faire venir du monde sur votre site internet, mais de façon générale, l'arrivée par les moteurs de recherche est la plus importante. Parfois, tout simplement avec le mot-clé du nom de la société, il y a des choses qui sont aussi simples, c'est-à-dire que vous verrez après toute la notion de mots-clés. Déjà d'être référencé sur le nom de sa société, c'est très important, avant toute chose, en premier lieu. Bon, bah ça, si vous ne faites pas du tout de travail de référencement derrière, même sur le nom d'une société, parfois ça peut être compliqué. Et entre parenthèses, puisque je parle du nom des sociétés, gardez ça aussi en tête. Quand vous voulez créer votre nom de boîte, évidemment, regardez toujours sur Google s'il y en a d'autres. Alors, toute la notion de plagiat, etc., etc., mais aussi la notion de référencement. Euh, la notion de référencement parce que si vous avez un nom qui est trop commun, un nom qui va faire appel à trop d'autres choses, ça va être beaucoup plus difficile d'être référencé qu'avec un nom qui sera un petit peu plus original. Voilà. Ensuite, vous avez plus de 60% des recherches qui s'effectuent sur plus de 2 mots-clés. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Alors, avant, c'était nouveau, maintenant, ça ne l'est plus, mais pour bien comprendre ça, il faut avoir un petit peu d'histoire aussi, un petit peu d'historique. Quand Internet est né, alors j'étais là, j'avais à peu près votre âge. Quand on tapait sur une recherche sur Google, enfin, c'était pas vraiment la naissance, mais c'était la vulgarisation d'Internet. Quand on tapait une recherche sur Google, on mettait un mot-clé, 2 mots-clés maximum. On n'était pas très précis. Et pour cause, il y avait assez peu de sites, en fait, sur Internet, sur la toile. Donc, du coup, on n'avait pas besoin de faire énormément enfin, de, de donner énormément de détails pour arriver à ce que l'on cherchait, puisque les recherches étaient extrêmement limitées, puisque le nombre de sites, le nombre de réponses était aussi assez limité. Aujourd'hui, 60% des recherches s'effectuent sur plus de 2 mots-clés. Ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle les longues traînes, mais je reviendrai dessus après. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu. On va avoir ce qu'on appelle les longues traînes. Ça veut dire que quand on va faire une recherche aujourd'hui, on ne va pas juste taper robe ou on ne va pas juste taper robe noire. On va taper robe noire avec décolleté dans le dos, par exemple. En tout cas, on va avoir des recherches qui vont être beaucoup plus précises. Euh, et donc, ça, c'est à prendre en compte dans vos analyses, dans vos techniques de référencement. Alors, je vois que j'ai une question. Nous, on écrit un poème quand on cherche quelque chose. Maintenant, oui, c'est ça, exactement. On écrit un poème, tout à fait. Ensuite, les 3 premiers résultats reçoivent plus de 50% des clics et 90% des clics sont sur les 10 premiers résultats. Donc ça aussi, c'est très important. Je vais vous montrer une image juste après qui s'appelle le triangle d'or sur Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans les, allez, 3, 4, maximum 5 premiers sur la page, sur une page, c'est que vous êtes invisible. C'est que vous êtes invisible. Et si vous êtes en deuxième page, vous êtes complètement invisible. Alors après, n'oublions pas que ça dépend aussi du produit sur lequel vous vous positionnez. Si vous êtes sur quelque chose de très concurrentiel ou pas, si vous êtes sur des mots-clés, quand on les recherche, on veut vraiment avoir beaucoup de détails, auquel cas on va peut-être descendre en page 2, en page 3. Mais la plupart du temps, quoi qu'il arrive, c'est nos 4 premiers clics, nos 4 premiers liens, nos 3 premiers liens qui vont avoir vraiment de l'impact. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut être très fort parce qu'en fait, sur les premiers liens, ce sera les annonces de Google. Et donc, il faut réussir à se retrouver juste en dessous de ces annonces de Google pour avoir encore un peu de visibilité. Sachant que, on est bien d'accord, la notion d'annonce, alors, normalement, vous, à peu près comme moi, on ne clique pas sur les annonces Google parce que ça nous gonfle, parce qu'on fait, nous, on est, si vous voulez, extrêmement adepte des technologies et on est sur Internet toute la journée, etc. Donc, du coup, les annonces, c'est pas quelque chose qui nous attire particulièrement. Mais la plupart des gens, enfin,
l'internaute normal clique sur ces annonces. Donc, ces annonces sont absolument à prendre en considération aussi. Ensuite, oh, pardon. Le dernier petit chiffre clé que je vous mets là, c'est que enfin, votre positionnement sur Google va définir votre image. C'est-à-dire que l'internaute normal, lambda, va considérer que ceux qui sont en haut de page sur Google sont des leaders sur leur marché, sont même bons sur leur marché, a priori, et donc va leur faire plus confiance. Et quand on sait que faire venir les gens sur votre site internet, il faut leur donner confiance pour qu'ils aient envie d'acheter ou de lire ou de rester, peu importe, bien plus vous êtes en début de référencement, plus vous dégagez déjà cette image de leader et donc plus vous faites confiance, enfin vous donnez confiance, pardon, aux internautes et plus ils auront envie d'aller sur votre site. Donc, pensez bien à ça, c'est très important parce qu'une fois que vous êtes en page 2, en page 3, vous avez l'air petit, vous avez l'air moins bon, même si vous ne l'êtes pas, hein, parce qu'au final, vous pouvez très bien être aussi bon, mais vous avez l'air moins bon et donc du coup, forcément, vous générez moins de visibilité, tout simplement. Hop. Alors là, euh, ça, c'est le triangle d'or de Google. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, on a une zone chaude, hein. On en reparlera aussi quand on reparlera de design d'une page. On a toute une zone chaude qui est en haut à gauche et qui descend un petit peu. Donc, ça, c'est tout simplement fait à partir de tests oculaires. Vous voyez, ces différentes couleurs sont faites à partir de tests oculaires pour voir où l'œil se porte quand il arrive sur une page Google. Bon, c'est une vieille page, hein. C'est une très vieille page, je vous l'accorde. Je crois qu'elles sont plus du tout comme ça maintenant. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, l'œil va au même endroit. L'œil commence toujours par en haut à gauche. Et d'ailleurs, en général, alors là, c'est pas le cas parce qu'on est sur un mode liste, mais en général, il finit en bas à droite. Donc, quand vous faites un visuel, quand vous faites quelque chose, vous devez faire haut, gauche, bas, droite. C'est les choses les plus importantes. Donc là, vous voyez que notre œil il commence en haut à gauche. Et donc, tout ce triangle-là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, allez, 5 liens et demi. Ce sont les liens qui vont être les plus vus. Vous voyez que vos 3 premiers liens sont vraiment très, très, très visibles. Vos 3 liens en dessous sont à peu près visibles. Et après, dès qu'on passe en bas, on n'a plus de visibilité. Donc ça, c'est super intéressant aussi, cette notion de triangle d'or, cette notion de test oculaire, vraiment. C'est vraiment basé là-dessus, où l'œil va se positionner. C'est pas où on clique, c'est pas ce qui nous intéresse quand on remplit après un questionnaire, c'est vraiment l'œil en tant que organe indépendant, je dirais, où il va se positionner. Donc, c'est pour ça que le référencement naturel est très important. Hop. Alors, concrètement, le référencement naturel, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a 3 points sur le référencement naturel, 4, pardon, excusez-moi. C'est divisé en 4 points. Il y a la partie on-site, la partie off-site. Et dans ces 2 parties, on-site et off-site, on va avoir le contenu, donc tout ce que l'on va écrire sur le site. On va avoir la technique, donc toutes les points techniques qui vont être sur le site. En off-site, on va avoir ce qu'on appelle le ranking, et je vais vous expliquer bien entendu après ce que c'est. Et on va avoir également la pertinence, alors qu'on considère comme du off-site, et je vais vous montrer pourquoi. En fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est, enfin, c'est pas aussi binaire que ça, mais ça l'est presque. Tout ce qui est on-site, c'est ce que vous maîtrisez à 100%. Euh, c'est ce que vous pouvez créer, vous, sur votre site. Et tout ce qui est off-site, c'est ce que potentiellement vous allez maîtriser un petit peu moins. Alors, vous allez pouvoir maîtriser les choses en allant sur certains sites, en créant certains liens entrants, etc., en faisant certaines campagnes d'acquisition de trafic, mais ce ne sera pas aussi certain que tout ce que vous allez pouvoir gérer on-site. N'hésitez pas à mettre des questions, hein. J'ai la discussion qui est ouverte sur la gauche, donc je pourrai vous répondre au fur et à mesure. Alors, si on rentre un peu dans le détail de tout ça, euh, ce qu'il faut que vous arriviez bien à comprendre, ça, parce que ça, c'est super important. Et c'est super important et c'est différent, encore une fois, de ce que je vous disais quand Internet est né, enfin, quand Internet est devenu, s'est popularisé. À l'époque, on avait des balises dans le site et dans ces balises,
on mettait les informations que Google devait regarder. Et donc, Google, les robots de Google passaient sur les balises, ils les lisaient et puis ils nous référençaient ou pas là-dessus. Aujourd'hui, alors depuis quelques années, hein, ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, c'est complètement différent parce que Google va vraiment regarder quelle est l'expérience que va vivre, et je mets vivre vraiment en, en, en évidence, l'expérience que l'utilisateur va vivre sur le site. Ça veut dire que quand on parle du UX design, quand vous en avez parlé avec d'autres enseignants, quand on parle d'expérience utilisateur, il faut prendre tous les petits critères de l'expérience utilisateur et se dire, OK, est-ce que quand Google va arriver sur mon site, Google qui va donc se substituer à un utilisateur, quelle expérience va-t-il vivre? Est-ce qu'il va vivre une expérience positive ou est-ce qu'il va vivre une expérience moyenne, voire pire, une expérience négative? Et donc, si on se met à la place de l'utilisateur, si on crée son site le plus possible pour l'utilisateur, en rajoutant quelques petits trucs qui font plaisir à Google, là, on va se rendre compte que, enfin, on va avoir un référencement qui va être bon. On va voir tout le détail, bien entendu, après. Hop. Alors, sur le contenu, la première chose que vous devez regarder, ce sont les mots-clés. Donc, les mots-clés, toujours pareil, vous devez penser à l'internaute. Alors, c'est là que c'est un petit peu difficile. Enfin, c'est là qu'il y a un effort à faire. C'est que vous devez utiliser les personas. Donc, les personas, on en a déjà parlé, mais c'est votre profil de client, enfin de clients, de visiteurs potentiels. Donc, vous allez prendre vos personas et vous allez vous dire, OK, mon persona, il va taper quoi? Typiquement, ça m'est arrivé avec des clientes qui elles faisaient des prothèses capillaires pour les personnes atteintes de cancer ou atteintes de calvitie. Donc, elles faisaient basiquement des perruques pour des perruques. Et quand on leur a fait leur site avec Sonia, elles voulaient absolument que d'être référencées pour elles, le mot-clé, c'était prothèse capillaire. Et donc, elle voulait partout, partout, dans tout le contenu, elle nous avait mis le mot prothèse capillaire. Or, et on a eu beaucoup de mal à faire passer ce message-là, si on prend le persona, si on prend le client potentiel de cet institut, le client potentiel ne va pas googler prothèse capillaire. Il va googler perruque. Il va googler problème de calvitie. Il va googler trouver une perruque cancer. Il va googler des choses comme ça. Mais il va pas googler prothèse capillaire, qui est un mot trop technique, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte dans vos mots-clés. Donc, cherchez des mots-clés en fonction de vos personas. Vous allez avoir donc vos mots-clés principaux, vos mots-clés best-sellers. Et puis derrière, vous allez dérouler les expressions clés, donc qui vont être cette longue traîne dont je vais vous reparler aussi après, qui vont être des mots, comme vous le disiez, on écrit un poème quand on recherche aujourd'hui. Ben voilà, quel poème on va écrire? Et ça, vous devez à chaque fois trouver quels sont les mots qui vont vous servir au référencement. Donc, ces mots-clés, une fois que vous les avez trouvés, vous les avez décidés, pardon, vous allez les mettre dans votre contenu. C'est-à-dire qu'encore une fois, toujours, j'aime bien refaire un peu d'histoire parce que je trouve que ça remet vachement les choses dans leur contexte. Nous, à l'époque, en 2004-2005, on avait une balise. Enfin, elle existe toujours, cette balise d'ailleurs, mais elle ne sert plus à rien, mais elle existe toujours. On avait une balise qui s'appelait Meta Keyword. Et dans notre balise Meta Keyword, on mettait nos mots-clés. Voilà, on balançait tous nos mots-clés et Google, il allait sur la balise, il regardait la balise et il nous référençait par rapport à cette balise. Aujourd'hui, cette balise, pour Google en tout cas, elle ne sert plus à rien. Il la lit absolument pas, on en reparlera encore aussi après. Donc, cette balise ne va servir à rien. Par contre, il va aller sur le site, il va regarder sur le site et il va voir quels sont les mots qui sont le plus utilisés. Et en fonction de cette utilisation, en fonction des mots qu'il va repérer le plus souvent possible à certains endroits, etc., il va se dire, ah tiens, ce mot-clé doit être important, ce mot, pardon, doit être important. Ce mot doit être un mot-clé. Donc, je vais référencer ce site Internet sur ce mot-là. Et aujourd'hui, c'est comme ça que Google fonctionne par rapport au mot-clé. Il regarde tout votre champ sémantique et il va se dire, ah tiens, là, le mot site Internet a été utilisé 10 fois dans cette page. Ça doit vouloir dire que le mot site Internet est important. Ça doit vouloir dire que le mot site Internet est un mot-clé. Donc, quand l'internaute va googler site Internet, je vais lui présenter cette page. Je vous simplifie un peu le schéma, mais grosso modo, c'est vraiment comme ça que ça marche. D'accord?
Donc, ces mots-clés sont très importants. Ces mots-clés, vous en avez de différentes sortes. Alors, encore une fois, là, je vous balance beaucoup d'infos, donc c'est assez dense. Euh, Vous avez des mots-clés, donc il y a un entonnoir de mots-clés. Il y a les mots-clés informationnels, j'aime pas ce mot, il y a les mots-clés commerciaux et il y a les mots-clés transactionnels. Informationnel, c'est tous les mots-clés de niveau 1 dans l'entonnoir. Ça veut dire, alors là, je vous ai mis des exemples, les mots-clés du haut de l'entonnoir, donc ils sont informatifs, comme leur nom l'indique. Donc, c'est définition de la meilleure façon de faire quelque chose, étape par étape pour faire ça, comment ça fonctionne, etc. Tout ça, c'est des mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner si vous avez un blog culinaire, par exemple, parce que ce sera intéressant que les gens en fait, ce sont des mots-clés qui vont servir si vous voulez qu'il y ait beaucoup de trafic, mais que vous ne vendez pas forcément quelque chose. Pour la faire courte, hein. Après, il y a plein de petites nuances dans ce que je suis en train de dire, mais grosso modo, vous voulez avoir du trafic parce que derrière, vous allez faire de la publicité sur votre site, par exemple, parce que derrière, vous allez monétiser un article. Là, vous allez pouvoir utiliser tous ces mots-clés. Si par contre, vous vendez quelque chose de précis, ces mots-clés seront intéressants parce qu'ils vous feront venir du monde, donc ils vous feront augmenter le ranking, on en reparlera aussi après, mais vous ne vendrez pas sur quelqu'un qui cherche la meilleure façon de faire un gâteau au chocolat. Il ne va pas être là pour vous acheter du chocolat, il va juste être là pour avoir une recette. D'accord? Donc ça, ces mots-clés-là sont intéressants pour générer du trafic, mais ce ne sont pas des mots-clés qui vont vendre directement. Ensuite, vous avez les mots-clés du milieu de l'entonnoir, donc là, qui sont des mots-clés plus commerciaux, pardon. Et là, les gens sont déjà un petit peu plus dans une démarche commerciale. Donc, ça va être les moyens pour avis sur choisir comment choisir sa voiture, etc., etc. Tous ces gens-là, ils sont déjà dans une démarche d'achat. Ils ont déjà pensé à l'achat. Ils ne sont pas encore tout à fait en train d'acheter, mais ils ont déjà pensé à l'achat. Donc, si vous avez quelque chose à vendre, encore une fois, ça dépend toujours de ce que vous proposez. Ces mots-clés-là vont déjà être un petit peu plus intéressants que les mots-clés du dessus. Ils vont générer peut-être un peu moins de trafic, mais en tout cas, le trafic généré va a priori être plus dans une démarche d'achat. Et puis enfin, on a notre bas de l'entonnoir, nos mots-clés transactionnels. Donc eux, là, c'est vraiment les gens qui sont en train, enfin qui veulent acheter. Donc ça va être le meilleur prix pour, quel est le meilleur produit, commander, où acheter, etc. Si vous googlez où acheter un vélo rose fuchsia, c'est n'importe quoi, c'est que visiblement, vous avez vraiment très envie d'acheter ce vélo rose fuchsia, pardon, parce que sinon, vous n'auriez pas été aussi détaillé. Donc, euh, donc là, vous voyez que ces mots-clés de fin d'entonnoir sont vraiment des mots-clés où la personne est dans la démarche d'achat. Elle est prête à acheter. Donc là, il faut l'emmener au bon endroit, si toutefois, encore une fois, vous avez un site de vente. Sinon, ce type de mots-clés-là n'auront pas d'intérêt. Ça va être aussi, on pourrait mettre, par exemple, sur une agence de com, on pourrait mettre alors, c'est assez dévalorisant, donc j'aime pas vraiment ce truc-là, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Mais logo pas cher ou site internet pas cher, des choses comme ça. Là, ce sera des gens qui seront déjà en démarche d'achat, puisqu'ils mettent une notion de prix au bien qu'ils veulent acquérir. Donc, s'ils mettent une notion de prix au bien qu'ils veulent acquérir, c'est qu'ils sont vraiment sur le point d'acheter. S'ils mettent juste une notion de comment faire son logo, par exemple, là, on sera sur de l'informationnel. Et si il recherche avis sur où choisir son agence de communication, là, ils seront déjà dans le commercial parce qu'ils seront déjà dans l'idée de on va trouver une agence pour nous accompagner. Si ce n'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la discussion. Hop. Ensuite, toujours sur les mots-clés, parce que les mots-clés, c'est quand même extrêmement important sur votre site Internet. Euh, je vous raconte ce qu'est la longue traîne. Alors, la longue traîne, c'est quoi? Je trouve que cet exemple est le mieux approprié pour expliquer ce qu'est une longue traîne. Il n'est pas de moi, je l'ai pris sur Google. Euh, donc, vous avez sur l'axe de gauche des ordonnées. Ouais, putain, je me souviens plus, ça fait des années que j'ai pas fait d'abscisse et d'ordonnées. Vous, c'est beaucoup plus récent que moi. Sur l'axe, ouais, je crois que c'est les ordonnées. Vous avez le coût et la concurrence. Donc en bas,
vous avez une concurrence très, très faible. Et en haut, vous avez une concurrence très élevée. Et puis ensuite, en bas, sur l'axe des X, vous avez le nombre de recherches. Donc les recherches très hautes sont à gauche et les recherches très basses sont à droite. Donc, typiquement, vous voyez que si vous voulez être retrouvé sur le mot robe, vous allez avoir une concurrence très élevée, puisque des personnes qui ont écrit le mot robe sur leur site internet, enfin des sites sur lesquels il y a écrit le mot robe, il y en a des millions probablement. Donc, une concurrence très, très, très élevée, un nombre de recherches également très, très, très élevé, mais finalement, c'est un mot-clé qui va donc vous coûter beaucoup d'argent pour que vous arriviez dans les positions, dans les premières positions. Et puis finalement, si on y réfléchit, quand on se met à la place de l'utilisateur, s'il cherche juste le mot robe, bon, bah, concrètement, avant que vous arriviez à lui proposer vraiment la robe qu'il veut, ce sera beaucoup plus complexe parce que robe, ça peut être robe d'été, ça peut être robe d'hiver, ça peut être robe de soirée, ça peut être robe à manches longues, ça peut être robe courte, robe longue, blablabla, robe de mariée, ça peut être tout un tas de robes. Donc, le mot robe est un mot sur lequel, en termes de référencement, vous avez enfin, vous avez peu de chances de répondre à votre utilisateur. Ensuite, vous avez la longue traîne, vous voyez, qui descend un peu, donc qui augmente un petit peu. Donc là, on a deux ou trois mots. Donc on a robe de soirée rouge. Déjà, on est un petit peu plus, on est un petit peu plus bas dans la courbe. Donc là, on aura un peu moins de concurrence parce que bah, si c'est une robe de soirée, on élimine les robes de mariage, on élimine les robes d'été, on élimine les robes, ouais, on élimine voilà des robes de jour. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est l'idée. Donc, donc là, on aura déjà éliminé pas mal de choses. Et puis, si on ajoute robe de soirée rouge, ben, on élimine les robes de soirée noire, on élimine les robes de soirée bleues, etc., etc., etc. Donc, du coup, la concurrence, forcément, va baisser. Le nombre de recherches va aussi baisser, mais c'est pas grave. Parce que là, les personnes qui vont arriver sur votre site seront un peu mieux qualifiées. C'est-à-dire que si on tape robe de soirée ou robe de soirée rouge, si on présente une robe de soirée rouge à la personne, on a quand même beaucoup plus de chances qu'elle soit satisfaite que si on lui avait présenté, enfin que dans le cas où elle taperait uniquement robe. Je vois vos commentaires sur la gauche, je finis juste la courbe et après j'y répondrai. Et ensuite, vous avez toute la partie verte. Donc là, on est vraiment dans la longue traîne. C'est robe de soirée rouge avec décolleté dans le dos. Donc c'est le poème que vous m'expliquiez que vous me donniez tout à l'heure. Là, la personne, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence puisqu'on enlève toutes les robes de soirée qui ne sont pas rouges et toutes les robes de soirée qui n'ont pas de décolleté dans le dos. Donc la concurrence là devient très faible. Le nombre de recherches, bien sûr, est aussi beaucoup plus faible. Ça, c'est une certitude. Mais en revanche, la robe de soirée rouge avec un décolleté dans le dos, quand vous présentez à votre internaute la bonne robe, il y a de très grandes chances pour que déjà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la recherche, vous avez une chance de conclure la vente qui est plus importante. Et puis, vous satisfaisez vraiment sa demande, c'est-à-dire que là, vous répondez exactement à ce que l'internaute recherche. Donc après, il vous l'achète pas, mais dans tous les cas, vous avez parfaitement répondu à sa demande. Et donc, c'est un peu toute la notion d'ailleurs enfin, c'est tout ce qu'on peut retrouver en termes de vente aussi. Si on écoute son client potentiel, on lui donne une solution qui lui correspond et donc du coup, on a évidemment plus de chances de remporter le business. Alors là, on parle de robe de soirée, mais peu importe, c'est l'idée. Donc voilà cette histoire de longue traîne. Donc forcément, beaucoup plus de concurrence sur un mot-clé, beaucoup moins de concurrence sur une très grande expression, beaucoup plus de recherches sur un mot-clé, beaucoup moins de recherches sur un mot-clé, mais au final des recherches qui sont beaucoup plus ciblées et donc des leads qui sont beaucoup plus qualifiés. Alors, je regarde vos questions. Clac, clac, clac. Donc ça, c'était OK. Euh, alors, est-ce qu'il n'y a que vous qui m'entendez en saccadé? Bah, j'espère. J'entends un mot sur deux, il n'y a que moi. Alors, tous les autres, c'est bon? Ça va? OK. OK, super. Bon, bah, alors, j'enregistre. Alors, je vois pas par contre qui m'entend en saccadé parce que c'est pas Alison. J'enregistre, donc du coup, si toutefois l'enregistrement est pas mal, je vous l'enverrai. OK.
Ok, ça va, super. N'hésitez pas, peut-être, Alison, à vous déconnecter, à vous reconnecter. Je vous réadmettrai dans la conf. Ok, donc c'est bon pour tout le monde, cette histoire de longue traîne et avant d'entonnoir des mots-clés, c'est clair? Je pense que c'est clair. Ok, super. Alors, on continue. Concrètement, concrètement, comment vous allez faire pour chercher vos mots-clés? Parce que bah, après, une fois qu'on sait ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, pour choisir vos mots-clés, vous allez déjà donc regarder par rapport à votre persona, vous allez regarder par rapport à vous en tant que client ou votre client, quels sont les mots qu'il imagine lui correspondre. Typiquement, j'ai eu aussi cette question l'autre jour, hop, attendez, j'admets Alison. J'ai eu cette question l'autre jour d'un client sur lequel, en fait, les mots-clés qu'il référençait le mieux étaient des mots-clés qui ne correspondaient pas du tout à sa philosophie. Donc ça peut arriver aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire super attention. euh, Parce que dans les faits, c'était effectivement un cabinet de conseil, grosso modo, en management. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Mais dans l'absolu, ça ne correspondait pas du tout à sa philosophie dans sa tête, et il a raison, il n'était absolument pas un cabinet de conseil en management. Donc, faites bien attention à ça, à ce qu'est votre client. Au-delà de ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut qui compte, c'est ce qu'il est. Enfin, c'est un peu violent dit comme ça, mais ce qu'il est, quelle est sa philosophie, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il fait ce job. Alors, souvent, on doit vous parler en communication du pourquoi, pourquoi, pourquoi. Toujours rechercher son pourquoi, son why. Euh, Pourquoi il fait ce job, ça va vous donner des informations sur les mots-clés. Ou pourquoi cette robe est là. Cette robe est là pour aller à une soirée, elle est là pour... Enfin, vous voyez, à chaque fois, vous devez vous poser ces questions. Vous posez les questions du persona et puis faire des recherches. Donc, sur SEMrush, enfin, il y a plein d'outils. Vous pouvez chercher sur Internet. Là, je vous en ai mis un. Mais je crois de toute façon, ils sont tous plus ou moins, enfin, ils sont tous payants quand on veut avoir du détail intéressant. Nous, on utilise SEMrush avec Sonia. Donc, en fait, on lui donne des idées de mots-clés et il nous fait des retours là-dessus sur la difficulté SEO, sur en payant, est-ce que ça va être cher, sur le nombre de concurrences qu'on peut avoir potentiellement sur ces mots-clés, le nombre de recherches, bien entendu aussi, parce que quand on pense qu'un mot-clé est intéressant, mais qu'en fait, il n'est pas recherché, eh bien, c'est un mot-clé qui est donc absolument inutile. Donc voilà, donc vous avez des outils qui vous donnent ce type de mots-clés, ce type d'informations, pardon. Donc vous recherchez vos mots-clés, vous recherchez ces informations sur ces mots-clés. Typiquement, quand je vous ai parlé des prothèses capillaires tout à l'heure, les prothèses capillaires, il y avait un nombre de recherches qui était extrêmement faible, alors que sur perruque, il y avait un nombre de recherches qui était extrêmement élevé. Donc du coup, ça vous permet de faire des arbitrages comme ça, et ensuite, du coup, de créer votre contenu en fonction de ces mots-clés, de ce que vous avez trouvé par rapport à ces statistiques, à ces données. Hop. En termes rédactionnels, alors en termes rédactionnels, donc ça, on en reparlera dans le TP numéro 2, quand vous finirez vos articles. Mais en termes de rédactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, une fois que vous avez défini vos mots-clés, et donc ça, retenez bien parce que ce sera quelque chose à faire, euh, vous devez faire en sorte de le positionner à certains endroits sur le site pour que ça marche le mieux possible. Premièrement, plus votre mot-clé est en haut de la page, plus il est considéré comme pertinent. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit, vous vous souvenez, alors, pas le dernier groupe de TP qui n'a pas eu encore son TP, mais pour tous les autres, on a parlé du chapeau, de l'introduction de votre article. Eh bien, vos mots-clés, même votre longue traîne, elle doit absolument se retrouver dans cette introduction de l'article. Parce que du coup, encore une fois, pensez toujours expérience utilisateur. Si Google, quand il arrive sur le site, bing, il tombe sur une introduction en gras, elle est en haut, et là, il y a des mots dedans. Et ces mots-clés, ensuite, il va les retrouver dans la suite de l'article. Donc, il va déduire que ces mots-clés sont effectivement importants. Et c'est exactement comme l'utilisateur. Si vous lui mettez un titre en lui disant que vous allez lui parler de site internet et qu'ensuite, dans votre introduction, vous lui parlez de logo, je dis n'importe quoi, et pas du tout de site internet, il va se dire c'est pas logique ce truc-là. En fait, ils répondent pas à ma question, donc je me suis fait avoir, et donc ils vont partir de votre site. Ça aussi, on en reparlera après. Pour l'instant, on reste sur le contenu. Mais donc, l'idée, c'est plus votre mot-clé est en haut,
plus déjà il est considéré comme pertinent. Ensuite, votre mot-clé principal, donc votre longue traîne, variante incluse, hein, doit représenter environ 3 à 5 de votre contenu. Donc, ça veut dire que si vous avez un texte de 100 mots, sur ces 100 mots, vous devez avoir 3 à 5 mots qui sont vos mots-clés ou ces variantes. D'accord? Donc, grosso modo, sur un texte qui doit faire environ entre 300 500 mots, bah, vous multipliez tout simplement et vous devez avoir entre 15, sur 500 mots, entre 15 et 25 fois votre mot-clé principal. Ça, c'est important aussi parce que la répétition fait que Google va définir si votre mot-clé est effectivement un mot-clé. Ensuite, votre texte doit comporter minimum 300 mots par page. Alors, il peut en faire 2000, hein. Votre page, elle peut faire 2000 mots, c'est pas un problème. Si elle est extrêmement bien faite, elle peut faire aussi 150 mots, ça peut passer. Mais bon, de façon générale, Google aime bien que les pages soient d'un minimum de mots, parce que sinon, ça veut dire que c'est pas une page pertinente, en fait, tout simplement. Ça veut dire que, alors après, on joue aussi avec certaines pages avec des images, mais ça veut dire que si on arrive sur une page sur laquelle il y a quasiment pas de contenu, bon, bah, cette page, elle sert à rien, concrètement. Et si cette page ne sert à rien, concrètement, Google, du coup, va pas la référencer. Il a aucune raison de référencer une page qui ne sert à rien. Donc, vous devez mettre un minimum de mots pour que votre page soit considérée comme utile. Ensuite, bien entendu, vous ne devez pas faire de répétition exagérée. Alors ça, encore une fois, j'ai un peu d'histoire parce que je trouve ça toujours amusant. À l'époque, en 2005-2006, ça allait peut-être même jusqu'en 2010, il y avait des sites internet sur lesquels, alors qui étaient faits par des gens pas très, enfin, qui n'étaient pas très pro du contenu, en fait, il faisait une phrase avec écrit, et j'en voyais des comme ça, c'était énorme. Esthéticienne à domicile, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, il faisait un joli paragraphe, et puis après, le paragraphe était dupliqué. Tchouc, 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 tchouc. Du coup, ça faisait un certain nombre de mots, donc c'était cool. Ou alors, pom, 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 pom. Ça se voyait, ça aussi. Et du coup, forcément, on avait un taux de similarité du texte qui était énorme. On avait une expérience utilisateur qui était absolument pourrie. Mais à l'époque, Google prenait ça comme des mots-clés OK, puisqu'il n'avait pas toute la notion d'expérience qu'il peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, expérience utilisateur, vous vous doutez bien que si on répète 300 fois le mot pomme sur une page, l'utilisateur n'a absolument aucun intérêt à lire cette page. Et donc Google, bah, pareil, il va regarder les pages. Et si vous avez un taux de répétition qui est supérieur à 80%, votre page va être alors, elle ne va pas être complètement déréférencée, mais par contre, elle sera beaucoup moins bien référencée qu'une autre page qui utilisera les mêmes mots-clés, mais sans répétition. Voilà, grosso modo, c'est ça. On n'est pas complètement déréférencé mais Google va plus s'intéresser à vous comme il devrait s'intéresser à vous. Donc, ce taux de similarité est très important. Alors, quand on écrit un article, en général, la question ne se pose pas euh, alors, ouais, on a deux choses dans cette histoire de similarité. On a la similarité dans une même page, et on a la similarité d'une page à l'autre. C'est-à-dire que pour faire plus de référencement, parfois, on va faire du duplicate content. Donc, ça veut dire qu'on va prendre une page et on va la dupliquer sur le site Internet pour que du coup, le mot-clé apparaisse plusieurs fois sur le site Internet. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que premièrement, il ne faut pas dupliquer les mots-clés sur un site. Normalement, on a une page, un mot-clé, une autre page, un autre mot-clé, une autre page, encore un autre mot-clé. Et puis, en plus, on a cette histoire de taux de similarité. Si les pages sont identiques, alors Google se rend bien compte qu'on a voulu faire du duplicate content. Et donc, c'est là qu'il va moins vous regarder qu'un autre site qui n'aurait pas ces similarités. Ça, on rentrera plus dans le détail quand vous finirez vos articles. Ensuite, là, je vous donne une petite astuce. En bas de page, ajoutez les questions fréquentes, les dernières recherches. En fait, l'idée là, c'est d'intégrer des expressions clés, potentiellement même avec des fautes d'orthographe, euh, qu'on n'aura pas réussi à mettre au-dessus. Alors déjà, les fautes, techniquement, on essaye de ne pas les mettre au-dessus. Mais en dessous,
parfois, on n'arrive pas tout à insérer. Et puis, parfois, vous allez faire des sites qui ne vont pas faire le nombre de pages qu'ils devraient faire pour être parfaitement référencés. Et donc, dans ces cas-là, en bas de page, vous intégrez voilà, des mots-clés comme ça en vrac. Ça va vous permettre de répéter plusieurs fois le mot-clé. Par exemple, si vous faites une page sur un logo, en bas, vous allez écrire, enfin sur création de logo, en bas, vous allez écrire les dernières recherches. Et là, vous allez écrire création de logo original, création de logo pas cher, création de logo sur mesure, création de logo restaurant, création de logo parfumerie, etc., etc. Et donc, ça va vous permettre de répéter création de logo et en plus d'intégrer des petits mots-clés, pas cher, parfumerie, restaurant, etc., etc. Et donc potentiellement de retomber sur ces types de contenus sur lesquels techniquement, pour faire parfaitement, il faudrait faire une page pour logo pas cher, une page pour logo restaurant, etc., etc. Comme ce n'est pas toujours quelque chose que l'on peut faire, on peut biaiser un petit peu en faisant comme ça. Ensuite, pareil, pour être mieux référencé en local, n'hésitez pas à mettre l'adresse partout. En pied de page, intégrez bien Google Maps avec l'adresse pour le référencement local. En fait, Google, ouais, il faut absolument que vous fassiez, enfin, pour être mieux référencé en local, il faut avoir sa page Google My Business, il faut intégrer, enfin, il faut avoir sa Google Map intégrée à son site internet, et tout ça, ça va permettre de créer des liens entre le local et votre site, et donc d'être mieux référencé. Donc, pensez bien à ça. Voilà, c'est des petites astuces et des petites choses que vous pouvez faire en plus pour avoir plus de référencement, soit sur des mots locaux, soit sur des expressions que vous n'arriveriez pas à passer ailleurs sur votre site. Est-ce que jusque-là, pour le contenu, c'est OK? Ouais, pas de questions? OK, super. Alors, je vérifie juste. Hop, plus tard. Alors, ensuite, la technique. La technique. Alors, encore une fois, alors, deux choses importantes par rapport à la technique. Première chose, je ne suis pas une technicienne, je suis une consultante en communication. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est ce que moi, j'arrive à regarder sans être technicienne. Il y a des, des détails, des techniques que je ne pourrais pas vous expliquer parce que je ne les connais pas. Mais ça, vous le verrez peut-être au S4, c'est possible. Je crois qu'au S4, vous ayez un peu plus de référencement. Donc là, on va être sur une technique facile, je dirais, une technique qu'on peut maîtriser juste quand on est dans WordPress ou juste quand on met en ligne un site sans avoir besoin d'en savoir plus. Alors, la première chose un peu technique à savoir, c'est la notion d'indexation. L'indexation, c'est quoi? C'est l'action du robot de Google qui va passer sur le site, donc il parcourt le site, et il va indexer son contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il copie son contenu, qu'il le stocke et que donc du coup il va pouvoir le ressortir derrière sur son moteur, sur sa page. Donc là, il faut toujours vérifier que le site soit bien indexé. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui me disaient je ne comprends pas, on ne me voit pas sur Google, alors qu'ils ne bossaient pas avec nous, bien sûr, mais voilà, qui venaient nous voir en nous disant oui, ça fait X mois que je bosse sur mon site internet et je ne comprends pas, je ne suis pas visible sur Google. Et quand on allait chercher sur Google Search Console si le site était bien indexé, ben, on se rendait compte qu'en fait, le petit bouton, hein, parce que c'est pas très compliqué, le petit bouton ben, indexer mon site, le rendre visible pour Google, n'était tout simplement pas coché. Donc Google ben, n'allait pas sur le site puisque la porte était fermée, tout simplement. Donc ça, il faut toujours y penser. Pour l'indexer, vous passez par Google Search Console. Techniquement, derrière, je ne vous dirai pas comment ça marche, parce que là, ça reste de la technique plus pure. Alors, de la technique simple, mais de la technique quand même. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que votre site doit absolument être indexé, parce que sinon Google ne le voit pas, tout simplement, de façon extrêmement logique. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des mots-clés, de choisir les bons mots-clés. Ensuite, il faut les utiliser avec les bonnes balises. Donc là, vous avez, là, je vous ai mis trois balises importantes, enfin trois points importants. Le premier, ce sont les titres. Vos mots-clés doivent absolument être dans vos titres. H1, H2. H1 obligatoire. Un seul H1 par page.
je vois encore des sites aujourd'hui qui sont faits par des agences très bien, où le H1, alors déjà parfois ils mettent plusieurs H1 parce que vous allez faire ça au style et pas à l'intérêt Google. Donc là, c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que votre H1, à la limite, il peut être petit et moche, et vous mettez au-dessus un très beau texte si vous le souhaitez, qui sera lui en paragraphe, mais en paragraphe mis en page. OK. Donc ça n'a pas d'importance. En fait, vous ne devez pas forcément faire vos titres en fonction de leur style. Vous devez vraiment faire vos titres en fonction de Google. Et après, si vous avez envie de faire un style autre sur d'autres mots-clés importants, vous n'hésitez pas à le faire. Donc, vos mots-clés doivent être dans vos H1, ils doivent être dans vos H2 aussi. Donc, le H1, grosso modo, il doit faire 70 signes maximum, 45 signes minimum. Alors, pourquoi il y a un maximum? Parce que sinon, on aurait tendance à vouloir mettre tous nos mots-clés dans le H1, enfin de charger à bloc nos H1, parce que les H1, c'est la première chose que Google va regarder. Encore une fois, expérience utilisateur, il arrive sur un site, bing, il regarde le H1. Si le H1, il y a des mots intéressants dedans, il va regarder en dessous. Est-ce que ces mots sont dans l'introduction? Ah, ces mots sont sur l'introduction. OK, super. Je vais regarder mes H2. Ah, ils sont dedans, ou le cocon sémantique de ces mots-clés est dedans. Donc, super, ça veut dire que ces mots sont importants. Donc, du coup, je vais lire l'intégralité du contenu. En fait, exactement comme nous, on ferait une lecture en diagonale, et après, on retourne dans les paragraphes qui nous intéressent, et ben, Google va faire exactement la même chose. Il va lire le texte, et il va regarder les balises, il va regarder le contenu et il va voir si tout ça est cohérent. Donc, vos titres H1 doivent inclure vos mots-clés. Donc, quand vous allez bosser sur vos articles et les mettre en ligne, vous devez bien faire attention que vos H1 soient toujours efficaces en termes de mots-clés, et toujours le bon nombre de signes, maximum, minimum, pour être reconnus comme tels par Google. Ensuite, toujours important sur les H1, un seul H1 par page. Le H1, c'est votre grand titre, c'est votre titre de page. Il ne peut pas y avoir deux titres dans une même page. Il ne peut pas y avoir deux grands titres dans une même page. C'est comme si vous faisiez un rapport sur un sujet et que en plein milieu du rapport, vous changiez le titre de votre sujet. Donc, ça ne marche pas. Donc, un seul H1 par page. Après, on peut avoir plusieurs H2, on peut avoir des H3. Les H2 peuvent avoir un petit peu plus de contenu en plus, donc on peut balancer un peu plus de contenu sur les H2. Les H3, bon, on ne les utilisera pas forcément, mais on peut le faire sans que ce soit pénalisable pour Google. En tout cas, pensez bien à ça. C'est vraiment super important. Ce H1, il doit être bien écrit, il doit contenir les mots-clés et il doit être évidemment en haut de page. Ensuite, vous avez une deuxième balise qui est essentielle. C'est la balise description. C'est la métadescription de votre page. Donc, elle doit inclure les mots-clés et elle doit être pertinente. Alors là, il y a quelques tips. Donc, évitez les chiffres, les majuscules, les caractères spéciaux, parce que ça, Google n'aime pas trop, parce que c'est de la suroptimisation, en fait, tout simplement. Dans votre description, si vous écrivez aujourd'hui 50% des personnes ne lisent pas les sites internet, je dis n'importe quoi, avec 4 points d'exclamation, 3 points de suspension, des arrobas, etc., etc. Waouh. En fait, ça va être, et tout ça en majuscule, ça va être suroptimisé parce que forcément, ça va attirer l'œil. L'œil, basiquement, comme tout à l'heure en tant qu'organe indépendant, va être attiré par quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui n'est pas du texte normal. Et donc, du coup, en suroptimisation, ça va forcément, ça va être moins bon par rapport à Google parce que vous avez voulu en faire trop. Donc, cette métadescription, elle doit être renseignée avec vos mots-clés. Elle doit être pertinente. Alors, ça veut dire quoi pertinente? Ça veut dire que quand vous allez cette métadescription, c'est celle qui va être visible sur Google. Donc, c'est celle qui, quand on Google quelque chose, quand on fait une recherche sur Google, on a nos mots qui apparaissent. Hop, je vais vous montrer. Je vais aller directement là-dessus. Tac, tac, tac. Tant pis, je reviens un peu en arrière. Hop, voilà. Là, vous voyez la métadescription, c'est ce qui va apparaître ici. C'est le petit texte qui va être sous, là, le titre de la page. Ça, c'est le titre de la page, qui est également très important. Vous avez les titres H1, mais vous avez également le titre de la page. Et là, en dessous, vous avez la métadescription. Et cette métadescription, elle doit donc être intéressante parce qu'elle doit contenir les mots-clés et elle doit être percutante parce que c'est ce qui va faire que votre internaute va cliquer ou pas. Donc, c'est un doux mélange entre
le mot-clé que Google attend, et l'internaute également, hein, ne l'oublions pas, et l'accroche que vous allez mettre pour que votre internaute se dise: «Ah ouais, c'est sur cette page que je vais cliquer. C'est pas sur celle d'en dessous, c'est pas sur celle d'au-dessus, mais c'est sur celle-ci». Donc c'est vraiment un doux mélange, un savant mélange entre plaire à Google, faire quelque chose donc qui a les mots-clés intéressants et en même temps mettre assez de mots marketés pour que, la personne ait vraiment envie de cliquer dessus. Hop, je retourne sur ma méta. Clac, clac. Non, je suis allée trop loin. Donc la métadescription, elle est vraiment, vraiment super importante. Ensuite, donc je vais vous montrer, je vais passer d'abord tout le cours parce que sinon j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps. Et après, je voulais, rentrer dans le CMS, rentrer dans WordPress, là où vous avez vos articles. Si toutefois on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est pas très grave puisque ça, c'est quelque chose typiquement que l'on fera en TP. Ensuite, toujours dans nos balises, on a la balise, des images, enfin toutes les balises liées aux images qui sont super importantes. Super importantes parce que on va pouvoir référencer un site quasiment qu'en travaillant sur les images. Nous, ça nous est arrivé avec Sonia d'avoir on a des pages d'images et on référence parce qu'on utilise justement toutes les balises et donc on arrive à être bien référencé là-dessus. Alors, dans vos images, vous avez différentes balises. Vous avez la balise du titre de l'image, donc où là, vous allez mettre des mots-clés, bien entendu. Vous avez la balise du texte alternatif, donc la balise alt, mais encore une fois, vous inquiétez pas si c'est un petit peu beaucoup d'informations pour l'instant, puisqu'on reverra tout ça en TP. Donc la balise alt, c'est pareil, elle doit être remplie. Cette balise, elle sert à tous ceux qui elle est inclusive pour toutes les personnes qui auraient qui ne pourraient pas lire correctement le site internet. Alors, soit tout simplement mauvaise connexion, et encore ça, je ne suis pas sûre que ça existe encore, mais avec des images qui n'apparaissent pas, soit tout simplement pour les personnes malvoyantes. Ce texte alternatif, c'est le texte que va lire leur outil de lecture de site quand ça va passer, quand l'image va passer dans l'outil. Donc, il est très important ce texte alternatif. Il nous permet de rajouter des mots-clés, mais il permet aussi à d'autres personnes de pouvoir accéder à notre site internet. Et vous avez également, je ne sais pas si je l'ai écrit là, mais je vous le remontrerai de toute façon, dans les balises des images, vous avez le titre, vous avez le texte alternatif et vous avez la description. Et donc, ces 3 points-là peuvent être remplis et ces 3 points-là vont vous aider à être meilleur en termes de référencement parce que vous allez pouvoir mettre des mots-clés dedans et donc inclure, inclure du contenu de façon presque, de façon presque invisible pour l'internaute, puisque ça, pour le coup, il ne le voit pas, sauf l'internaute malvoyant, mais sinon, en général, il ne le verra pas, et pourtant, ce sera très bien vu par Google. Idem, toutes ces balises pour les images, elles sont importantes aussi dans Google Images. Alors, ça dépend de ce que vous proposez. C'est sûr que si vous avez un site vitrine, pardon, un site vitrine avec des photos de banque d'images, vous n'avez pas forcément besoin d'être googlé, enfin d'être reconnu sur ces images sur Google. En revanche, si vous avez votre portfolio avec des créations que vous avez faites, il faut absolument que quand on google votre nom, par exemple, on tombe sur les images des créations que vous avez réalisées. Et donc pour ça, il faut que vos images soient bien référencées, soient bien remplies en termes de balises. Dernier petit point, alors, je ne sais pas si on peut vraiment mettre ça dans les balises, mais c'est pas grave, je le mets quand même. C'est les mots-clés dans votre nom de domaine. Quand vous créez quelque chose, vous pouvez penser à mettre les mots-clés dans votre nom de domaine. Typiquement, j'avais rencontré une graphiste il y a quelques années. Son nom de domaine, c'était graphiste et la ville dans laquelle elle était. C'est extrêmement intelligent. C'est extrêmement intelligent parce que du coup, quand on tape graphiste et la ville dans laquelle on est, puisqu'on veut travailler avec quelqu'un qui est en local potentiellement, on va tomber sur elle tout de suite. Donc, pensez à ça. Ça, c'est un des tips, une des choses les plus faciles à faire, je dirais. Enfin non, c'est pas les plus faciles d'ailleurs, je m'excuse, c'est absolument pas le plus facile parce qu'il faut l'accepter.
J'ai des gens qui me disent: «Non, non, mais moi, pas du tout. Moi, je veux que mon nom de domaine, ce soit, principal, ce soit le nom de mon entreprise». Donc vous avez toujours la technique de dire: «Mais de toute façon, on prend le nom de l'entreprise et on redirige vers, ce nom de domaine un peu spécifique, un peu mot-clé». Mais parfois ils veulent pas, donc dans ces cas-là, bon, bah, c'est pas enfin tant pis, je dirais, mais pensez-y parce que ça peut vous permettre vraiment d'être mieux référencé. Si vous ouvrez un restaurant ailleurs, alors je ne sais pas du tout si, le nom de domaine a déjà été pris, mais si votre site internet est sur l'URL, restaurant-hier.fr, vous serez mieux référencé qu'un autre restaurant qui s'appellera, xxx.fr de toute façon. Voilà. Donc pensez à ça, c'est un petit tips, mais qui peut être vraiment très utile. C'est clair pour ces balises pour l'instant? Ouais? Oui, c'est clair. Ok, merci. Alors ensuite, toujours dans la technique, une chose hyper importante, c'est de garder toujours en tête qu'aujourd'hui, la visibilité sur mobile est passée au-delà de la visibilité sur ordinateur et bien sûr au-delà de la visibilité sur tablette. Ça, à la limite, on ne devrait même plus le dire. Donc, Google va regarder que votre site internet soit même mobile first, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte qu'il soit optimisé sur mobile avant même d'être optimisé sur ordinateur. Alors, quand vous allez le créer, en général, vous allez le créer sur votre ordi. Enfin, vous allez le créer pour qu'il soit adapté à votre ordi, ça c'est une certitude. Mais faites attention à sa responsivité. Faites attention aux tailles des polices, parce que typiquement, je crois qu'il veut que les polices soient de minimum 14 ou 16, je ne sais plus. Enfin bon, bref, il est assez précis là-dessus parce que sur ordinateur, ça va être nickel. Et puis sur téléphone, ça va être trop petit ou les boutons vont à certains endroits être un peu trop proches. Alors, ce qui est bien, c'est que Google est vraiment super sympa. C'est que quand il y a un problème d'ergonomie et particulièrement d'ergonomie mobile, il vous envoie un message. Attention, la police est trop petite. Attention, les boutons sont trop proches, etc., etc. Donc, ça vous permet de rectifier les choses et de lui dire c'est bon, ça a été rectifié, tu peux retourner sur mon site. Et là, il retourne sur votre site pour voir si c'est effectivement OK. Donc, ça, pensez-y. Alors pour vous, à la limite, qui êtes de la nouvelle génération, c'est quasiment pas une question, mais on a encore énormément de sites qui sont faits, en mode ancien temps, qui sont pas responsifs du tout, notamment des sites d'administration. Là, ce matin, j'étais sur le site de l'école de mes enfants, c'est une catastrophe sur ordinateur, mais c'est aussi une catastrophe sur mobile. Les sites des mairies, sont très souvent pas responsifs du tout, donc pas du tout adaptés au mobile. Enfin, il y a plein de sites comme ça qui sont pensés pour écran et qui sont restés bloqués en 2005, quoi. Oui, parce que même en 2010, on était déjà sur téléphone. Donc, pensez bien à ça parce que vous pouvez, si vous n'êtes pas responsive, si vous n'êtes pas mobile first, si vous n'êtes pas bon sur mobile, Google va vous déréférencer. Là pour le coup, c'est vraiment un point noir. C'est vraiment un point noir puisqu'en termes d'usage, il faut absolument être très bon sur mobile. Hop. Ensuite, donc on a vu le contenu qui était on-site, on a vu la technique qui était on-site. Maintenant, on va passer sur le ranking qui lui est off-site. Alors, le ranking, c'est la mesure quantitative de la popularité de votre page web. C'est quoi? C'est le nombre de clics, hein, tout simplement, qu'il va y avoir sur votre page. Le ranking, c'est les clics qui vont le faire monter en rang par rapport aux autres sites. Typiquement, votre site, s'il a 2000 clics par semaine versus celui du concurrent qui est fait exactement de la même façon, exactement identique, la même optimisation, etc., mais lui, il a 1000 clics par semaine, et ben, votre site va être plus vu, va être mis en avant sur Google, plus que le site de votre concurrent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué, sauf que comme c'est off-site, c'est pas si évident que ça. Et donc, vous allez devoir créer des liens vers votre site internet afin que votre ranking remonte. Alors, pour créer des liens vers votre site internet, vous allez pouvoir utiliser des réseaux sociaux, vous allez pouvoir utiliser des annuaires, des sites de communiqués de presse, ça se fait beaucoup. On rédige. Il y en a un parmi vous, je crois, qui a fait beaucoup ça d'ailleurs dans son stage que j'ai eu en soutenance l'autre jour, qui rédigeait des articles, des communiqués de presse pour,
qui vont sur des sites, oui, voilà, je me souvenais bien, qui vont sur des sites de communiqués de presse et ensuite qui font du lien vers votre site internet. Vous allez pouvoir mettre des commentaires dans des forums avec donc des liens vers votre site. Vous allez pouvoir faire de l'emailing aussi, enfin bref, tout un tas d'outils marketing qui vont vous permettre de créer du lien. Donc ça, c'est la première façon d'augmenter votre ranking. La deuxième façon, ça va être, et d'ailleurs les communiqués de presse sont aussi sur la deuxième partie, c'est de faire du netlinking. Donc, c'est d'avoir des sites qui vont diriger vers votre site. Donc, ça va être, par exemple, alors, plus ces sites sont pertinents, on le reverra dans le dernier point, plus en plus Google va considérer que c'est vachement bien. Mais si par exemple vous avez votre site internet qui a un lien depuis le site de la CCI, depuis le site du gouvernement, depuis le site d'Apple, je dis n'importe quoi, mais des sites qui vont avoir une grosse visibilité, là, du coup, forcément, votre ranking va monter parce que vous avez un bon netlinking, donc un bon système de liens, de toiles entre les sites. Et donc, au-delà de la pertinence qu'on verra après, la mesure quanti va augmenter. Et ensuite, une autre façon de faire monter votre ranking, c'est potentiellement le référencement payant. Donc, c'est potentiellement de faire de la publicité. Alors, c'est toujours le risque, c'est que ça va faire monter votre ranking sur un temps donné. Mais si vous arrêtez votre publicité, bah, votre ranking il va redescendre et donc votre référencement va à nouveau redescendre. Donc, il faut faire attention à ça. C'est soit on garde de la publicité en continu, soit on décide de faire une campagne pour faire augmenter un peu le reste. Mais on sait que ce n'est pas forcément quelque chose de pérenne. Donc, il faut toujours voilà, faire attention à cette notion de SEA, de référencement payant, qui va nous faire bondir d'un coup, mais qui n'a aucune pérennité. Voilà. C'est clair? Ce n'est pas très compliqué, hein. Ensuite, on a la pertinence. Alors, la pertinence, c'est tout un tas de choses. C'est la pertinence des mots-clés. Donc, premièrement, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le remets là pour que ça reste vraiment bien en tête. Vos mots-clés, ils vont être considérés comme pertinents s'ils sont dans les titres, dans les sous-titres, dans le texte. Là, dans ce cas, la page va être considérée comme pertinente pour ces mots-clés. Donc, Google va la montrer pour ces mots-clés. Ensuite, vous avez la pertinence du clic. Alors ça, c'est un des trucs les plus importants. Enfin, tout est important. Mais c'est le taux de rebond, ça s'appelle le taux de rebond qu'on va avoir sur une page. Donc la pertinence du clic, c'est quoi? C'est j'arrive sur votre page, moi, utilisateur, et là, je vais regarder rapidement votre page. Si je la referme tout de suite, si je m'en vais tout de suite de cette page, alors le taux de rebond va être élevé. Alors, ma page sera considérée comme non pertinente, sera considérée comme mauvaise. Donc, notre objectif, c'est toujours de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur une page. Quand il arrive sur la page, il faut le garder. Il faut le garder à tout prix le plus longtemps possible pour que ce taux de rebond soit bas et que du coup, Google considère notre page comme pertinente et du coup, nous fasse monter dans le moteur de recherche. Alors pour ça, vous allez devoir travailler sur votre contenu, vous allez devoir travailler sur vos titres, sur vos intertitres, sur les images que vous allez utiliser aussi. Et la description dont je vous parlais tout à l'heure, la métadescription est également importante. Si dans la métadescription, vous dites que vous allez arriver sur une page où vous parlez d'optimisation SEO et que quand on clique sur la page, on arrive sur une page sur l'identité graphique, c'est nul. C'est nul, ça ne marche pas. Et donc, l'utilisateur, l'internaute va s'en aller directement de la page et donc votre taux de rebond va être élevé. Si votre taux de rebond est élevé, votre référencement est mauvais. Alors, hop. C'est vicieux ça, c'est du hack. Donc, on met un faux chargement de la page et hop, on gratte 5 secondes. Alors, j'ai jamais testé. J'ai jamais testé. J'ai jamais testé. Essayez, vous le ferez, puis vous me direz. Alors, il faut vraiment que ce soit un faux. C'est horriblement vicieux. Après, vous avez plein de gens qui supportent pas une petite animation, qui supportent pas le temps de chargement. Mais par contre, vous avez, enfin, ouais,
il y a plein de petites techniques de hack comme ça qui peuvent être amusantes. Ou alors mettre une petite animation, pas forcément qui fait croire à un chargement, mais qui peut dire super, vous êtes arrivé sur la bonne page. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais qui effectivement peuvent faire rester la personne quelques secondes de plus. C'est malin. Euh, alors, avec William, vous avez vu un site qui fait attendre 30 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup, hein. Ah ouais, moi, j'oserais pas le faire, ça. Après, ça marche peut-être très bien, mais j'oserais pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Merci d'attendre. Nous allons traiter votre demande. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en file d'attente. Euh, non, ouais, pourquoi pas? Ça se teste. Il faut après mesurer le taux de le est-ce que ça fait vraiment baisser le taux de rebond? Combien de personnes on perd qui n'ont pas envie d'attendre? Ça se teste. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le référencement aussi, c'est qu'il faut toujours faire plein de tests et que c'est jamais figé. Euh, Avec Sonia, on va bosser sur des mots-clés et puis le mois prochain, enfin le mois d'après, on va se rendre compte que les mots-clés ne sont plus utilisés de la même façon. Donc, on va devoir rechanger du contenu, rechanger des choses. Et donc, on est en perpétuel test, en fait. Et c'est ça qui est cool. Hop, ensuite, donc ça c'est la pertinence du clic. Ensuite, on a la pertinence de l'arborescence. Alors, la pertinence de l'arborescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, on a deux choses importantes là-dedans. On a déjà la notion de lien mort. Un lien mort, c'est la mort de votre site en termes de référencement. Donc, un lien mort, c'est quoi? C'est un lien qui arrive vers une erreur 404. Donc ça, il faut toujours faire en sorte de ne pas avoir d'erreur 404. D'ailleurs, quand vous faites un site de e-commerce, vous verrez qu'il y a un petit paramètre en général sur le CMS où il vous dit quand le produit n'est plus disponible, on doit faire quoi? Est-ce qu'on doit écrire produit non disponible ou quand le produit est enlevé même, parce que parfois on enlève complètement un produit, est-ce qu'on doit remettre vers la page d'accueil? Est-ce qu'on doit renvoyer vers un autre produit, etc. L'idée étant toujours de faire en sorte d'avoir le moins d'erreurs 404 possible, parce que ça, c'est vraiment très, très mauvais en termes de référencement. Donc ça, c'est la première notion de pertinence de l'arborescence qui est importante. La deuxième notion, c'est que au sein même de votre site, vous devez faire des liens entre les pages. C'est-à-dire que quand on travaillera sur Yoast, sur WordPress lors de vos TP, vous allez voir que quand on fait un article, on doit faire des liens sortants parce qu'on doit jouer le jeu de la toile, jouer le jeu de Google. Donc, on doit faire des liens sortants et on doit faire des liens dans notre site, des liens internes. Et donc, un article, par exemple, sera considéré plus intéressant s'il a des liens internes qui vont pointer sur cet article. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur vos pages, dans un même site internet, vous devez faire des liens entre les pages. C'est important aussi que ces liens entre les pages soient intégrés au texte plutôt qu'à la fin. Vous savez, c'est comme si à la fin de votre article, vous écriviez référence pour écrire l'article et puis Wikipédia, le blog du modérateur, le machin, le ceci, le cela. Là, vous avez vos 4 liens. Ils sont à la fin, finalement, tout le monde s'en fout, personne ne va cliquer dessus. Par contre, si vos liens, vous les intégrez à votre contenu, donc c'est-à-dire vous écrivez à un moment 3% des utilisateurs, blablabla, entre parenthèses, source Wikipédia, et là, vous mettez le lien vers la source. Là, du coup, la pertinence de l'arborescence, la pertinence du lien sera plus intéressante puisque ça ne fera pas lien qu'on a copié à la fin parce qu'on ne savait pas où les mettre. Ça fait liens qui sont vraiment intégrés. Idem pour les liens internes, bien entendu. Et donc, du coup, la pertinence est plus intéressante. Et si la pertinence est plus intéressante, Google va mieux nous référencer. Hop, ensuite, vous avez la pertinence du contenu. Alors là, c'est la fraîcheur du site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez deux sites, encore une fois, absolument identiques. Un site qui n'a pas été touché depuis 10 ans et un site sur lequel la semaine dernière vous avez enlevé deux virgules et ajouté trois mots, eh bien, celui qui a été modifié la semaine dernière sera mieux référencé que le précédent. Je ne vous parle même pas des mises à jour de sites, hein, les mises à jour de WordPress, etc., qui sont aussi également, bien entendu, importantes. Mais votre site donc, doit être entretenu. Ça veut dire que vous devez bouger des contenus, vous devez ajouter des pages, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on dit à nos clients de faire une partie blog ou actualité, on l'appelle comme on veut, mais parce que du coup, non seulement on va pouvoir faire des pages avec
en utilisant des mots-clés qu'on n'aurait pas utilisés dans notre page d'accueil. Mais en plus, eh bien, à chaque fois qu'on va rajouter une page dans le blog, eh bien, ça va faire une mise à jour, ça va faire un effet de fraîcheur du site. Ça veut dire que ce site est entretenu, ça veut dire que ce site il y a quelqu'un derrière qui s'en occupe. Et s'il y a quelqu'un derrière qui s'en occupe, c'est qu'il est plus intéressant pour les internautes que si personne ne s'en occupait. Donc ça, c'est vraiment la notion de pertinence du contenu. Hop. Alors, là, je vous ai mis 2 liens. Pardon, je regarde l'heure en même temps. Donc 2 liens. Le premier, c'est les tendances SEO 2019. Alors, je vous les laisser parce qu'il y a plein de critères qui sont super intéressants, pardon. Et le deuxième, c'est un article sur là, ce qui s'est passé en mai 2021. Alors, apparemment, c'est nouveau. Moi, ça, j'en parlais déjà depuis longtemps. Alors, je crois que ça fait des années, en fait, qu'ils nous disent qu'ils vont intégrer l'expérience et qu'ils l'utilisent, enfin, qu'ils l'intègrent petit à petit, etc. Donc, en tout cas, ça reparle de cette expérience utilisateur. Dans cette expérience utilisateur, il y a notamment un petit tableau que j'aime bien dans cet article que vous pourrez lire, dans lequel ils mettent que bah, forcément le temps de chargement, les publicités aussi. Plus il y a de publicités d'interstitiels, donc plus il y a de choses qui viennent en pop-up, etc., plus votre site il va être considéré comme moins bon par Google. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont intéressantes que je vous ai mis là. Alors, il y a une question. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est grave si un site est référencé pour un sujet et après une mise à jour du site sur un autre sujet? Alors, c'est-à-dire, je voudrais juste être sûre de comprendre. Donc la question, est-ce que c'est grave si un site est référencé sur un sujet? Donc par exemple, vous allez référencer votre site sur site internet et ensuite vous faites une mise à jour de votre site et là vous allez le référencer sur manger des pommes. C'est ça? Est-ce que c'est ouais, c'est ça. Alors, est-ce que ça va être grave? Euh, Je jouerai pas trop avec ça parce que c'est chaud comme question, hein. J'y réfléchis à chaud parce que je me l'étais jamais posé, parce que ça n'est jamais arrivé. Euh, alors, vous allez au départ garder l'antériorité du référencement et du jour au lendemain, il va se retrouver avec d'autres choses. Ah euh, en fait, la question s'est jamais posée. La question s'est jamais posée, mais j'essaye de prendre une marque qui ferait un truc et puis qui du jour au lendemain changerait d'offre en fait. Alors, je dirais que ce n'est pas grave. Ça nécessite un peu plus de réflexion, mais comme ça, à chaud, je dirais que ce n'est pas grave. Déjà parce que rien n'est grave et que Google, en fait, ne va pas vous déréférencer. Enfin, je ne pense pas que Google vous déréférence. Donc vous ne serez pas moins référencé. En revanche, le travail sur les nouveaux mots-clés va être enfin, il va devoir repartir de zéro. Donc, du coup, il y aura beaucoup de travail sur ces nouveaux mots-clés. Si vous étiez bien référencé avant, vous allez forcément ne plus être référencé sur les anciens mots-clés, donc retomber à zéro, je dirais. Et après, il faut reconstruire sur les nouveaux mots-clés. Donc, grave, je ne pense pas. Maintenant, il faut recommencer le travail de référencement avec d'autres mots-clés. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais, voilà. Après, ça nécessiterait, je poserai la question. Oui, mais Amazon, en fait, c'est pas. Alors, là, il y a une chose qui est importante dans cette remarque, Ryan, c'est qu'en fait, et c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire que j'ai peut-être pas été assez précise sur un truc. En fait, on ne référence pas un site, on référence des pages. Donc, votre Amazon, ce n'est qu'une succession, c'est relatif, hein, de pages. Donc, il y a des pages livres, des pages cuisine, des pages blablabla. Bla. En fait, chaque page a un mot-clé. Et c'est ça que regarde Google. Donc, si vous voulez, Amazon, c'était des livres, mais c'est toujours des livres. Ils n'ont fait qu'ajouter des pages.
Ils n'ont fait qu'ajouter d'autres offres. Donc, si vous, votre page au départ, elle est sur des logos et que demain, vous décidez de vendre des pommes, remplacer les logos par des pommes, là, vous devez écraser votre page. Si vous ajoutez des pommes, c'est hyper bizarre ce que je dis sorti du contexte, mais si vous ajoutez des pommes à vos logos, donc vous avez une double offre logo et pommes, ce qui est très bizarre, mais c'est pas grave. Là, du coup, ce n'est plus grave parce que ce sont des pages différentes, distinctes. Elles vont avoir la même URL, la même URL mère, mais après, ce sont des pages différentes. Est-ce que ça répond à votre question ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que chaque page a son propre référencement, que le site a une notion d'ensemble parce que l'URL mère euh, est identique. Donc, en termes de lien interne, etc., il a son propre référent, enfin, il a son entité. Mais par contre, chaque page va être référencée de façon indépendante. Ouais, c'est bon, Ryan? Ok, super. Hop, super. Alors, là derrière, je vous ai mis un petit outil que je vais vous copier, dans la conversation. Attendez, je vais juste arrêter le